Bonsoir à tous et bienvenue. Cheikh Yérim Seck, libéré mais sous contrôle judiciaire dans l'affaire Bati Plus pour Lamine Diack et compagnie. Le parquet national financier a requis 4 ans de prison ferme et une amende de 27 milliards à payer à l'IAAF, instance internationale de l'athlétisme. Un réquisitoire qui irrite le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, reproche à l'État du Sénégal de ne pas assister Lamine Diack dans ce procès. Explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays pour l'armée. Le bilan s'alourdit. Il passe de 2 à 3 éléments. Le groupe de recherche pour la paix en Casamance regrette ce regain de violence. Robert Sagna, le président, sera notre invité. Et puis pénurie d'eau à Dakar et dans les régions. Les camions citards ne peuvent pas satisfaire la demande en cette période d'épidémie et de chaleur. La SCOSEN accuse Sen'Eau et propose la mise en place d'une autorité de régulation pour défendre les droits des clients. Info Éco avec Rapsa Ilimanouane complète ce journal mis en onde par Ascension. Ndeye Khady Diop. Cheikh Yérim Seck, placé sous contrôle judiciaire, son avocat confirme et indique que c'est une décision sage. Le journaliste est donc libre, mais selon ses conseils, la procédure ne fait que commencer. Voici son avocat, Maître Mamadou Gueimbo, au micro de Amadou Moustapha Dian. Oui, monsieur Yérim Seck a été inculpé tout à l'heure par le doyen des juges d'instruction à la suite du réquisitoire de monsieur le procureur de la République qui avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire et il poursuivait dans le dit réquisitoire les infractions de diffusion de fausses nouvelles et d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre de cette enquête qui est ouverte devant le magistrat instructeur, pour les nécessités de la dite enquête, alors le doyen des juges d'instruction a estimé devoir placer M. Cheikh Yérim Seck sous contrôle judiciaire. Et ce faisant, il n'a pas suivi le réquisitoire de M. le procureur de la République qui sollicitait de lui de décerner un mandat de dépôt. C'est une décision dont nous nous réjouissons, qui nous paraît parfaitement justifiée en droit et qui correspond à nos attentes. Donc, en d'autres termes, il est rentré chez lui, il est libre. Oui, M. Cheikh Yérim Seck est effectivement rentré chez lui à la suite de son inculpation. Quelle est la suite et quelle sera votre position, vous, en tant qu'avocat? Mais l'enquête ne fait que commencer. Cet acte d'inculpation sera suivi par d'autres actes d'instruction. M. Cheikh Yérim Seck est parfaitement disposé à déférer aux convocations de la justice. Il a maintenu et il assume l'entière responsabilité des déclarations qui lui ont valu ces poursuites judiciaires, même s'il a contesté la qualification pénale qui lui a été donnée par le procureur de la République à travers son réquisitoire. Et nous allons le défendre parce que nous partageons la même conviction et l'enquête qui est ouverte et qui va se poursuivre nous édifiera sur la constitution ou non des délits qui sont visés par le procureur de la République. Le contrôle judiciaire, quoiqu'étant assorti d'un certain nombre de mesures liées à des restrictions, ne nous dérange pas pour autant. Nous allons nous soumettre à ces mesures et à ces conditions. Affaire Lamine Diack, le procureur a requis 4 ans de prison ferme et 500 000 euros d'amende contre Lamine Diack, ancien président de l'IAAF. Pour Pape Massata Diack, son fils, le procureur a requis 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Nicolas Pinault. C'est un réquisitoire plutôt lourd contre l'ancien dirigeant de la Fédération internationale d'athlétisme qui comparait pour abus de confiance, mais aussi corruption et blanchiment aggravé. Le parquet national financier a requis ce mercredi 4 ans de prison et une amende maximale de 500 000 euros contre l'ancien patron de l'athlétisme mondial. Lamine Diack, son fils, Papa Massata Diack, resté à Dakar, ainsi que 4 autres personnes sont notamment accusées d'avoir retardé, moyennant finance à partir de fin 2011, des sanctions disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage, en échange notamment de financement pour favoriser des contrats de sponsoring et de droits télé. Lors de ce procès, Lamine Diack a reconnu avoir voulu sauver la Fédération internationale de l'athlétisme. C'est dans ce contexte notamment qu'il a organisé ses paiements. En revanche, il a affirmé être tombé des nues lors de la prise de conscience des agissements de son fils, Papa Massata Diack.
Boubacar Seye, membre du collectif des Amis de Lamine Diack et président de Horizon Sans Frontières, s'indigne et se dit déçu par l'État du Sénégal qui n'a pas assisté le président Lamine Diack dans ce procès. Il dénonce les propos insultants de l'avocat de l'IAAF contre l'ancien président. Boubacar Seye avec Amadou Moustapha Dieng. Oui, absolument, nous sommes indignés, nous sommes très déçus, parce que Lamine Diack ne mérite pas cela. Nous avions dit que tantôt qu'il fallait aujourd'hui une vidéo sacrée autour de Lamine Diack pour éviter toute humiliation. Mais malheureusement, il est laissé à lui-même. Et ça, nous le regrettons. Le Sénégal devrait prendre ses responsabilités depuis. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et ceci ne nous surprend pas. Aujourd'hui, c'est la faute de l'État du Sénégal aussi. Parce qu'on ne peut commettre un avocat en France pour éviter une condamnation. Je crois que l'État du Sénégal moo waroon njëkk a woote une union sacrée autour de Lamine Diack. Nous regrettons les propos de l'avocat de l'IAAF envers Lamine Diack. Lamine Diack ne mérite pas ça. Et je crois que c'est toute l'Afrique aujourd'hui qui devrait se mobiliser. Nous avons même demandé à ce qu'il y ait une mobilisation transnationale, un soutien africain pour éviter une humiliation de Lamine Diack. Tel n'est pas le cas. Et nous allons vers une condamnation, ce qui risque encore une fois de prolonger son séjour forcé en France. Le bilan de l'explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays s'alourdit. L'un des blessés est décédé, ce qui porte à 3 le nombre de militaires tués dans cet accident. Avec ce regain de violence dans le sud du pays, Robert Sagna, président du groupe de recherche pour la paix en Casamance, analyse la situation. L'ancien ministre regrette la rupture de l'accalmie relative et dévoile les raisons de cette résurgence des mines anti-chars qui auraient été posées tout récemment. Écoutons les explications du président du GRPC, Robert Sagna, avec Ignace Ndeye. En réalité, le centre toujours là-bas, avec le colonel Thiam, qui en est le responsable. Je crois qu'il n'avait plus d'activité depuis le mois de mai. Je crois qu'il n'avait pas de fonds pour poursuivre, n'est-ce pas, les opérations de déminage. Et, comme par hasard, d'ailleurs, les zones où les voitures, enfin les camions militaires ont sauté, c'est des zones qui n'ont pas été encore minées. C'est pourquoi tout à l'heure, au départ, j'ai dit, il y a cette hypothèse que c'est peut-être de vieilles mines, mais la résurgence de ces mines à quelques jours d'intervalle nous font penser que ça peut être des mines récemment posées. Maintenant, pour quel motif? Est-ce que c'est pour le motif de reprendre encore du poil de la bête, ce qui est peu probable, ou alors est-ce que c'est aussi des gens qui sont concernés par la coupe de bois, qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus difficile avec la vigilance des forces de sécurité. Donc toutes ces hypothèses, encore une fois, n'ont pas encore été totalement éclaircies et nous attendons de voir un peu plus loin. Maintenant, nous, GRPC, un peu confinés ici à Dakar. Bon, mais les activités nous allons revenir sur place parce que Robert Sagna, que vous entendrez en fin d'édition, il sera notre invité. Encore 3 décès liés à la Covid-19 dans les structures sanitaires, ce qui porte le bilan à 73 décès pour 5369 cas au total, 16 cas graves en réanimation. Le ministère de la Santé recense ce jour 122 cas positifs, dont 11 issus de la transmission communautaire entre Dakar et Touba. Nous écoutons Dr Aloyse Waly Diouf. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 970 tests réalisés, 122 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 111 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6, 2 cas, Grand Yoff, 1 cas, Keur Mbaye Fall, 1 cas, Zac Mbao, 1 cas,
Keur Massar 1 cas, Pikine 1 cas et Touba 4 cas. 81 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 16 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5369 cas ont été déclarés positifs, dont 3606 guéris, 73 décédés et donc 1689 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle à l'intérieur de nos communautés. La région de Kaolack compte 21 cas positifs, 17 pour le district de Kaolack et 4 pour Nioro. 4 personnes sont prises en charge au centre de traitement de l'hôpital de Kaolack. 7 sont suivis à Dakar. 11 déclarés guéris, 74 contacts actuellement suivis. Le district sanitaire de Diourbel a 7 cas, dont 2 décès. Le médecin-chef l'a dit lors d'une réunion à la préfecture. Correspondance à Damandjaï. Le district sanitaire de Diourbel a enregistré à nos jours 7 cas de la Covid-19, dont 2 décès, 2 en traitement et 3 guéris. C'est le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel qui a fait la révélation à l'occasion de la rencontre présidée par le préfet de Diourbel. Dr Moussa Ndiaye a relevé quelques difficultés liées à l'acceptation par les parents de la victime du diagnostic de la Covid. Il y a certains qui refusent le diagnostic. À chaque fois qu'il y a un décès, il y a des sorties pour essayer un peu de remettre en question le diagnostic. Nous aussi, on est en train de vivre la même chose à Diourbel. Et cela peut être un problème dans la mesure où si on n'a pas les moyens également de faire l'investigation correctement, ça peut être un foyer qui peut entraîner la dissémination de la maladie. Le préfet du département de Diourbel déclare que 50% des cas de la Covid-19 ont été enregistrés au niveau de Diourbel après l'application des mesures d'assouplissement. Ibrahim Fall. Nous avons eu à avoir 2 difficultés. D'abord la première, les populations certaines refusent quand même que leur défunt a été victime de corona. Ça se pense c'est une première donc difficulté. La deuxième, c'est également qu'on puisse l'inhumer en respectant le protocole sanitaire. Nous ne pouvons pas aussi laisser aux populations quand même d'inhumer ces personnes-là en ignorant carrément, ne serait-ce que pour un problème de santé publique. Mais au finish, l'inhumation quand même a eu lieu tout en respectant le protocole sanitaire. Il y a au total 4 cas communautaires et les 3 sont des cas contacts. Il y a eu 23 cas contacts suivis par les services médicaux. Le nombre de cas contacts depuis le début de la pandémie est de 78, dont 27 sont du personnel de santé et il y a eu au total 126 prélèvements. Diourbel, Sud FM, Adamandjaï. Un dépôt au niveau du bureau de l'Assemblée nationale de questions d'actualité par la députée Aïda Mbodj pour dénoncer la gestion de la Covid-19 au Sénégal. Le vice-président et membre de la majorité minimise pour Abdou Mbow. C'est un acte purement politique et que la majorité va apporter la réponse adéquate. Abdou Mbow avec Habsa Iliman. Ce que je voudrais dire sur cette affaire est que ma collègue est nommée ancien maire de Bambaï fait de la politique. Parce que saisir l'Assemblée nationale pour une question d'actualité ne mérite pas quand même des articles ou bien des interventions dans la presse. Parce que depuis 1960, saisir l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale pour interpeller un ministre, soit par une question d'actualité ou bien une question écrite, n'est pas un événement. Et cela se traite au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez même vu que la lettre est adressée au président de l'Assemblée nationale. Donc, je ne vois pas quel est le problème par rapport à cela. C'est une question qui sera traitée comme toutes les autres questions adressées au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Il fait que de la politique. Justement, avec la loi d'habilitation, le chef de l'État avait les coups de franche. Donc, cette question d'actualité, c'est pas un peu pour remettre en question cela, ou bien? Vous avez vu, il n'a même pas parlé de loi d'habilitation parce que
elle sait comment fonctionne l'Assemblée nationale. La loi d'habilitation, elle est très simple, très claire. On a habilité le président de la République à prendre des ordonnances qui relèvent du domaine de la loi. Et après, il y aura des lois de ratification qu'on va examiner ici au niveau de l'Assemblée nationale. C'est très clair et voilà ce que dit la loi. Donc, comme je vous l'ai dit, elle fait de la politique. Et je pense que le moment venu, nous aussi, on fera ce qu'elle veut. Pas de traitement des actes administratifs des enseignants, le SAEMS déplore les lenteurs dans les opérations à cause de la pandémie. Le syndicat relève l'arrêt de la publication des actes. Le suivi de dossiers n'est plus possible. Les imputations inaccessibles. Cello, le secrétaire national aux revendications et négociations collectives du SAEMS avec Babacar Ndao. Nous avions pensé que cette pandémie-là, du Covid-19, avait fini de montrer véritablement à la face du monde l'importance que le travailleur et le travail avaient dans le développement d'une nation. Mais nous sommes là aujourd'hui véritablement au regret de constater que dans le cadre de la gestion de cette pandémie-là, les travailleurs, en tout cas, sont vraiment des laissés pour compte. Et je n'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, ce que nous décrions hier et avant-hier comme étant les lenteurs administratives, je dois dire que ces lenteurs-là, au lieu de s'amenuiser avec ces confinements généralisés qui devraient permettre à la fonction publique de sortir beaucoup d'actes, mais ce que nous avons constaté, c'est que depuis 2 mois, il n'y a plus de publication d'actes sur la plateforme du ministère. C'est comme si on avait profité de cette pandémie pour ne plus travailler du côté de la fonction publique. Et au niveau de la solde, c'est la même chose. Les gens se sont barricadés. Au niveau de la solde, les agents, les travailleurs n'ont plus accès à la direction de la solde, ni pour réclamer, ni pour le suivi de leur dossier. Et nous disons que cette situation-là, véritablement, c'est une situation à déplorer. Et ça ne peut plus continuer. Nous ne pouvons plus avoir même nos imputations budgétaires. Aujourd'hui, disposer de son imputation budgétaire pour aller se soigner, mais ça relève d'un tout un parcours du combattant. Donc, véritablement, cette situation est déplorable. Nous allons dénoncer cela avec la dernière énergie. Nous osons espérer que les autorités, véritablement, reviennent sur cela, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et nous ne souhaiterions pas faire des sorties ou avoir des mouvements d'humeur pour ces raisons-là, véritablement. Chaque fois qu'on nous avait demandé de faire des sacrifices, de nous entasser dans des bus, nous avions accepté. On nous a demandé de rejoindre nos postes, nous avons accepté. Mais véritablement, il faut qu'on s'occupe aussi de nos dossiers. Pénurie d'eau à Arafat, Grand Yoff, on se plaint. Les camions citernes ne peuvent pas satisfaire toute la demande. Les habitants accusent Sen'Eau et demandent des solutions rapides. Reportage Fatoumata Diallo. Arafat, 6 à Grand Yoff, un quartier populaire, l'eau ne coule plus des robinets. Chaque matin, c'est la bousculade. Un camion citerne fait le tour du quartier pour la distribution de l'eau. Boubacar Sonko dépense 1000 francs par jour. Il en a marre de cette situation qui perdure. On est déjà mort. Comment se fait-il, Arafat? Tout ton quartier ensemble, qu'on n'a même pas de l'eau. Toute une journée, moi je suis là, je cherche de l'eau jusqu'à présent. 200 litres par jour. 1000 francs, 200 litres par jour. C'est plus de 3 ans. Et actuellement, c'est pire. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, le lavage des mains est exigé alors que l'eau ne coule plus des robinets. Pour ce monsieur qui habite le même quartier, c'est contradictoire. Mais c'est très difficile. On nous dit corona, il faut de l'espacement. La contamination risque de s'accentuer ici à Grand Yoff Arafat parce que les citernes qui viennent là, les gens se bousculent pour avoir de... Awatamba, mère de famille, est obligée de se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier si le liquide précieux est disponible. En ce qui concerne le lavage du linge, n'en parlons pas, alors que les factures sont tellement chères. À Arafat, les populations sont très remontées contre la Sen'Eau. Le liquide précieux ne coule plus des robinets avec cette chaleur. Les camions citernes ne suffisent pas pour la distribution de l'eau. Cependant, elles invitent les autorités à trouver des solutions le plus rapidement possible. Au quartier Médina Fall, c'est à Thiès-Nord, les robinets sont secs depuis plusieurs semaines. Les habitants utilisent l'eau des puits malgré les risques sanitaires. Correspondance par Krandao. Au quartier Médina Fall de Thiès, le casse-tête du liquide précieux inquiète les populations, les femmes au premier chef. Au quartier Médina Fall, se procurer le liquide précieux relève vraiment du parcours du combattant.
Il faut se lever entre 3h et 4h du matin pour pouvoir espérer trouver quelques gouttes d'eau. C'est vraiment très pénible pour des mères de famille qui doivent s'occuper des tâches domestiques. Médina Fall, un quartier très populaire, ne mérite pas cette situation. 3h la ñuy jóg war a root wala xëy dem marché wax dëgg yàlla xëy dañuy yeewu seen bët yi sax day xonk dem marché dikk war a am ndox bu ñu toogee dañuy dem di ko obligé di ko ñaani ji te loolu moom wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ngeen jàppale leen si wax dëgg yàlla autorités yi jàppale leen si parce que ndox moom mooy nit moom. Une situation corsée par la canicule pré-hivernale a combiné à la présence du Covid-19. Babacar Ndao, Thiès, Sud. Avec la récurrence des coupures d'eau, l'ASCOSEN propose une autorité de régulation pour protéger et défendre les droits des clients. L'ASCOSEN accuse Sen'Eau. On écoute Mohamed Sissé, le vice-président, joint par Mme Diakhada Sidba. Nous le déplorons vivement. Nous attendons de Sen'Eau qu'elle fasse mieux que la SDE. Cependant, on a eu des craintes quand on a annoncé Sen'Eau pour la reprise avec SDE. Parce que Sen'Eau, pratiquement, n'avait pas une expérience sur la distribution de l'eau au niveau de l'Afrique. Et nos craintes maintenant sont justifiées dans la mesure où, quand vous regardez, quand vous circulez à travers Dakar, les ménagères qui cherchent de l'eau vainement sont plus nombreux qu'il y avait dans la gestion de la SDE. Maintenant, il va falloir qu'une autorité de régulation soit mise en place pour que le consommateur soit mieux protégé et que les dommages qui en résultent soient supportés par Sen'Eau ou bien la SONES en cas de problème. Parce que le problème de la distribution dans le secteur de l'eau, il y a eu beaucoup d'acteurs. Il y a la SONES, il y a Sen'Eau, il y a les opérateurs privés et le consommateur jusqu'à présent n'est pas protégé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années au niveau de Nice. Jusqu'à présent, on n'a pas imputé la responsabilité en opérateur. Donc, nous demandons vraiment que le contrat qui nous lie avec Suez soit bien rempli. Nous remplissons notre contrat. Il va falloir que de l'autre côté, Suez nous donne de l'eau en quantité, en qualité et d'une manière permanente. À chaque fois, c'est des phénomènes cycliques. Il est que c'est un aveu d'échec. Il faut facile de constater. À chaque fois, on nous sert des explications, on nous donne des citernes d'eau et ces citernes d'eau même, il va falloir un arrêt sur ça. Est-ce que la qualité y est? Parce que en cette période de pandémie, avec les manipulations, avec les regroupements qu'on peut observer, c'est normal qu'à Dakar que ça explose parce que il y a toujours des attroupements autour de cette situation. Sud FM, l'invité du jour. L'invité, c'est Robert Sagna, le président du groupe de recherche pour la paix en Casamance, qui revient sur le regain de violence. On l'écoute avec Ignace Ndeye. Nous sommes avec le président du GRPC, M. Robert Sagna, ancien ministre. M. Robert Sagna, bonjour. Bonjour Ignace. Monsieur Sagna, on a assisté à ces derniers jours un petit regain de violence dans le sud du pays avec des mines qui refont surface, un regain de violence. Est-ce que ça peut perturber le processus de paix qui est marqué depuis quelque temps par une accalmie, selon vous? Oui, ça le perturbe déjà. Effectivement, depuis près de 8 ans, on avait ce qu'on peut appeler une accalmie relative. Et on n'entendait plus de coups de feu, il n'y avait plus de braquage, et bien sûr, les gens avaient commencé à vaquer à leur occupation. Je crois que c'est dans ce cadre-là que certains ont regagné leur village, je parle des populations. Également, on a constaté qu'il y a eu des réticences dans certaines zones, réticences du MMDC, qui ne voulaient pas accepter le retour dans le village de certaines populations. Ça s'explique simplement par le fait qu'il y a leur cantonnement qui est à proximité et les MFDC craignaient que le retour de ce village entraîne l'arrivée des militaires, la proximité des militaires. C'est ce que nous avons reçu comme explication qui explique un accrochage, notamment du côté de Singer, Bissine, parce que justement les populations voulaient rentrer chez elles, travailler, puisque l'hivernage commence, comme vous le constatez. Un cantonnement qui se trouve pas loin, les MFDC, les combattants des MFDC se sont opposés. Et l'armée, bien entendu, qui était chargée de la sécurité, qui était chargée de sécuriser le retour de ces populations, s'est accrochée à ces combattants. Je crois que c'est ce que vous avez pu constater avec des coups de feu il y a 3-4 jours.
Par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est ce retour des mines, parce qu'il s'agit là de mines anti-chars. Des mines anti-chars qui ont été posées. On se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont récentes ou est-ce qu'elles ont été là depuis un certain temps. Mais l'hypothèse la plus plausible, d'après les informations que nous aurions, ces mines auraient été posées récemment, ce qui est quand même assez surprenant. Mais il faut savoir que dans cette zone, depuis un certain temps, l'armée s'est déployée avec d'autres forces pour non seulement sécuriser les populations, mais aussi lutter contre les délinquants qui continuent de couper le bois. Et cela a gêné beaucoup de trafiquants, mais l'efficacité de l'armée a fait que ce trafic de bois est devenu aujourd'hui beaucoup plus difficile pour ces trafiquants. Alors, est-ce que cette pose nouvelle de mines n'est pas liée à ça? Rien n'a été exclu, il faut attendre de savoir ce que l'enquête va révéler. Mais pour répondre très précisément à votre question, je ne suis pas convaincu que cela va remettre en question le processus de paix. Je ne crois pas que le MFDC est en train de se réorganiser pour reprendre les armes pour aller à la guerre. Bon, je considère ça comme un incident de parcours et pour des intérêts qui peuvent être multiples, qui ne sont pas nécessairement liés aux revendications indépendantistes. Mais nous, GRPC, nous préconisons toujours le sang-froid. Présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs militaires dans cet incident et encourageons, n'est-ce pas, tous ceux qui s'activent pour la paix. Il n'y a pas que le seul village de Singer où il y a eu ces problèmes. Il y a déjà beaucoup de populations qui sont rentrées. Il y a déjà beaucoup de villages qui ont été réanimés et rééquipés. Il y a cet incident qui s'est produit, mais enfin, il ne faut pas baisser les bras pour autant. Justement, Président, vous avez dirigé des missions au cours desquelles certains membres du MFDC avaient affiché leur volonté de déposer les armes. Est-ce que c'est dire en tout cas qu'il y a toujours des récalcitrants et que c'est loin en tout cas d'être gagné ce processus de démobilisation? Oui, nous avons constaté effectivement cette contradiction parce que vous vous rappelez effectivement les réunions que nous avons eues avec les combattants du MFDC, toutes les factions sauf celle de Salif Sadio. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que ce sont ces gens qui nous ont convoqués en Guinée-Bissau pour justement nous dire qu'ils ont décidé désormais de baisser les armes et il fallait les appuyer, les aider pour aller vers un processus de paix définitif. Il faut dire aussi qu'il y a eu depuis 3 mois des incidents à l'interne, notamment à la zone de Kompas au niveau de Sikoun, qui a eu une fissure en son sein. Ça n'a pas non plus facilité la tâche et il semble que précisément c'est une des factions qui a quitté Kompas. C'est une de ces factions-là qui serait à l'origine de l'accrochage avec les militaires parce que son cantonnement se trouve à peu près à 2 ou 3 kilomètres du village concerné. Bon, les populations en ont marre aussi. Ça fait plus de 38 ans. Elles ont envie de reprendre leurs activités. Elles ont pensé qu'avec la calmie que nous avons constatée, qu'elles pouvaient aussi repartir et reprendre leurs activités traditionnelles. Et nous ne sommes pas pessimistes du tout en déplorant les incidents de parcours. Vous savez, quand vous avez encore des cantonnements avec des gens armés, ce genre d'accident n'est pas écarté. Mais nous pensons qu'il faut savoir raison garder et privilégier le dialogue. Merci, Président. Je rappelle que nous étions avec l'ancien ministre, le président du GRPC, Robert Sagna. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue. La saison des pluies et l'aviculture font-elles bon ménage? La réponse est mitigée d'après le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal, Papa Bakary Koli, relève la forte chaleur et la prolifération des bactéries et autres virus dans les fermes avicoles. Ceux qui disent oui, c'est parce que voilà, ils ont des bâtiments qui répondent aux normes et généralement c'est des bâtiments fermés qui n'empêchent pas aux producteurs de continuer sa production comme en temps normal. Voilà, donc non, parce que certains, pour eux, les conditions ne sont pas réunies. Ils n'ont pas de bons bâtiments et c'est dans ce contexte que se retrouvent pratiquement 60 à 70% des aviculteurs. Ils n'ont pas de bons bâtiments qui peuvent répondre aux normes, surtout en cas de pluie. Donc ce qui fait que pour certains, ils sont obligés en période d'hivernage d'arrêter
ou de diminuer considérablement les quantités produites. Et pour d'autres, voilà, c'est l'arrêt total. Donc en attendant la fin de l'hivernage pour reprendre. Donc, et aussi c'est une période où il y a la prolifération des bactéries et des virus au sein des fermes, avec la pluie et tout, donc c'est des situations vraiment très compliquées. Il y a aussi cette forte chaleur qui s'y ajoute, qui fait que de temps en temps il fait chaud, il fait froid. Donc ce changement de climat de temps en temps n'arrange pas aussi la production avicole. Donc pour continuer vraiment à produire, il faut s'attacher les services d'une personne qui s'y connaît, qui sait allier les deux à la fois. Quand il pleut, même la nuit, il faut être tout le temps sur le qui-vive et il faut vraiment avoir quelqu'un de très expérimenté pour le faire. Ce qui fait que la plupart des fermes, quand ils n'ont pas des gens d'expérience, ils préfèrent eux-mêmes patienter jusqu'à la fin de la saison des pluies pour reprendre. Il y a aussi les insectes qui tournent autour, la nuit, la lumière et tout. Donc c'est des insectes qui sont très souvent porteurs de microbes et de bactéries. Et dès qu'ils rentrent dans les fermes, ça peut engendrer des situations non souhaitées. C'est ça en fait les deux situations qui se posent. Ouais, mais en tout état de cause, comme je vous le dis, la saison des pluies ne peut causer en aucun cas un arrêt pour des gens qui s'y connaissent ou pour des gens qui pratiquent vraiment l'aviculture en temps plein. Donc il suffit de se conformer aux normes des bâtiments et tout. Et voilà, envisager aussi les mesures de désinfection. Avoir une très bonne biosécurité, cela vous permettra de pouvoir produire en tout moment. Cela vous permettra aussi de pouvoir produire en période de forte chaleur, comme c'est le cas présentement pendant l'hivernage. C'était Pape Bakary Koli, le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. Une hausse de 0,2% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 0,9% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 16 juin. La valeur des transactions est de 187 692 220 000 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 078 760 789 151 francs CFA, alors que celle des obligations est de 5 176 934 42 143 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de votre fidélité. Cheikh Yérim Seck libéré mais sous contrôle judiciaire dans l'affaire Bati Plus pour Lamine Diack et compagnie. Pour Lamine Diack, le parquet donc a requis 4 ans de prison ferme et une amende de 27 milliards à payer à l'IAAF, instance internationale de l'athlétisme, pour Pape Massata Diack, 5 ans et 500 000 euros d'amende, un réquisitoire qui irrite le président de Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye reproche à l'État du Sénégal de ne pas assister Lamine Diack dans ce procès. Explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays. Pour l'armée, le bilan s'alourdit. Il passe de 2 à 3 éléments. Le groupe de recherche pour la paix en Casamance regrette ce regain de violence. Robert Sagna, le président, était notre invité. Pénurie d'eau à Dakar et dans les régions, les camions citernes ne peuvent pas satisfaire la demande en cette période d'épidémie et de chaleur. La SCOSEN accuse Sen'Eau et propose la mise en place d'une autorité de régulation pour défendre les droits des clients. Info Éco avec Rapsa Elimanouane a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Toun. À la présentation, les Khadi Diop. Merci d'avoir suivi.